Bonjour à tous, je suis ravi de recevoir Emmanuel Soulard. Bonjour Emmanuel. Bonjour Thomas, bonjour tout le monde. Nous allons apprendre dans cette interview comment vous allez pouvoir raconter votre histoire et ce qu'Emmanuel appelle votre légende personnelle pour développer une communauté de fans, avoir un réel impact, une belle connexion émotionnelle et les emmener naturellement jusqu'à l'acte d'achat. Vous allez voir que j'adore cette interview. J'ai déjà vécu plein de super contenus. J'ai déjà vu plein de conférences d'Emmanuel. On se connaît depuis longtemps. Et je vais Ouais. te laisser évidemment le temps pour toi, Emmanuel, de te présenter. Qui es-tu, Emmanuel? Waouh, vaste question. Je pense que je peux me définir à l'heure actuelle comme une pro du marketing narratif sur Internet, effectivement. En termes de résultats, effectivement, j'accompagne des centaines, presque des milliers de personnes avec la formation Business de légende à créer et développer leur activité sur Internet. J'ai aussi une activité annexe qui est la création et l'écriture de romans et la création d'écrivains, on va dire, la transformation en écrivains de personnes qui veulent vivre de leur écriture. Et l'écriture et le marketing sont des disciplines qui sont très très proches l'une de l'autre. C'est ce que j'ai découvert lorsque je me suis intéressée de près à ça. Je peux te raconter l'histoire si tu veux en détail, si ça t'intéresse. À la base, moi, je ne devais pas être entrepreneur, encore moins entrepreneur sur Internet. À la base, je voulais être fonctionnaire. Très précisément, je voulais être chercheur. J'ai une thèse de doctorat en thérapie génique et imagerie médicale interventionnelle. Donc, c'est un domaine qui est extrêmement loin de ce que je fais aujourd'hui. Et il se trouve que, en fait, après avoir passé ma thèse et fait un post-doctorat à l'Institute of Cancer Research de Londres, je me suis retrouvée à ne pas arriver à trouver de travail dans ma ville, à pas trouver de travail en France. Et j'ai dû donc me réorienter. J'ai galéré pendant des années, mais vraiment des années. J'ai fait du télétravail, j'ai fait vendeuse en boulangerie, j'ai fait manutentionnaire dans la grande distribution pour des salaires ridicules, pour vraiment, enfin, je sais ce que c'est qu'avoir des conditions de travail difficiles, que de ne pas être à sa place dans son job, que de ne pas avoir de perspective d'avenir. J'ai eu des postes où on me refusait des augmentations ou des progressions uniquement parce que j'avais 30 ans et que je venais de me marier et qu'il y avait écrit future maman sur votre front et que c'était hors de question pour un employeur de me donner des responsabilités. Bref, j'ai été bloquée comme ça pendant 5 ans, à alterner des périodes de chômage, des petits emplois et des trucs comme ça, jusqu'à ce que je vois une vidéo sur Internet d'une personne, d'un de mes mentors qui s'appelle Laurent Chenot, et qui disait clairement, tu as quelque chose en toi, il disait ça à tout le monde, on est d'accord, mais tu as quelque chose en toi et c'est à toi de le faire vivre. Et c'est à toi de le faire vibrer. Et c'est à partir de ce moment-là que je me suis réintéressée à un domaine que j'avais abandonné à l'âge de 15 ans, qui était l'écriture de romans. À 15 ans, j'avais déjà écrit 4 romans que j'avais dans mon tiroir de bureau et que j'avais fermé parce que mes parents m'avaient dit il faut que tu trouves un vrai travail, il faut que tu aies des diplômes et pour avoir un travail que tu aimes et pour très bien gagner ta vie. Alors j'ai eu des diplômes, j'ai pas eu le travail que j'aimais bien et j'ai très très mal gagné ma vie pendant toutes ces années. Et jusqu'au moment où je me suis réintéressée à l'écriture, d'abord à titre de loisir uniquement. Et puis, une fois après avoir écrit mon premier roman, donc j'ai pris des cours en atelier d'écriture, j'ai écrit mon premier roman en quelques mois. Je l'ai envoyé à une maison d'édition qui l'a accepté immédiatement et qui m'a dit très bien, on veut bien vous publier même plusieurs fois. J'ai fait 4 romans en 4 ans en tout. Mais ils m'ont dit mais il faut que vous appreniez à vendre votre livre sur Internet avec les internautes. Donc il faut apprendre le marketing en ligne. Donc, je me suis intéressée au marketing en ligne. Or, lorsque je me suis intéressée à l'écriture, j'y suis allée avec mon esprit de chercheur, c'est-à-dire je suis allée chercher toutes les clés émotionnelles qui rendent un livre accrocheur. D'ailleurs, j'ai créé un blog à ce sujet qui s'appelle Écrire un livre accrocheur. Et je suis allée chercher donc tous les travaux d'imagerie médicale fonctionnelle qu'il peut y avoir là-dessus, tous les travaux qui peuvent de neurobiologie en fait, qui expliquent l'impact des histoires. Pourquoi les histoires ont un impact, comment ça se fait et comment écrire les meilleures histoires possibles. Et là, j'ai appris quelque chose d'absolument fabuleux. Je suis tombée dans un monde que j'ai trouvé génial, qui explique en fait toutes nos décisions, toutes les choses que l'on enregistre, toutes les choses que l'on vit, elles sont liées à des histoires. Parce qu'on a trop d'informations autour de nous et le cerveau est obligé de faire des choix et des tris. Et en triant, en fait, il va organiser les informations qu'il a et il va systématiquement les organiser sous forme d'histoire. Et donc, quand on apprend à écrire une histoire, on apprend à donner des faits organisés de façon la plus optimale pour que le cerveau d'une autre personne arrive à le mémoriser, à le comprendre et à l'intégrer.
Donc, quand j'ai commencé à apprendre ça, c'était génial, j'adorais ça, je passais mon temps à travailler là-dessus. Et lorsque j'ai commencé à étudier le marketing en ligne, je me suis rendu compte que ce que faisait, alors à l'époque, la majorité des gens qui faisaient du marketing en ligne, ils faisaient ce que faisaient les Américains depuis les années 90. Or, qu'est-ce qu'ils avaient appris, les Américains? Ils avaient appris sur le terrain, c'est-à-dire qu'ils avaient fait des tests, ils avaient utilisé ce qui marchait le mieux, mais ils ne savaient pas vraiment pourquoi, en fait. C'est vraiment le mode de fonctionnement de l'ingénieur qui va construire un pont et puis qui va voir que le pont ne s'effondre pas, il va faire 3, 4, 10 essais, et au 10e essai, le pont ne va pas s'effondrer, mais il ne va pas forcément savoir pourquoi. C'est vraiment ce mode de fonctionnement qu'avaient les marketeurs US à l'époque. Ça a changé depuis. Mais moi, quand je suis arrivée en fait avec tout ce background, je dis ah mais voilà, là je reconnais le déterminant émotionnel qui est placé, là je reconnais l'enchaînement, mais là je reconnais ça. Et en plus, comme j'avais un background supplémentaire parce que je savais pourquoi ça fonctionnait au niveau du cerveau, mais j'avais plus de suggestions à faire en fait. J'ai plus de choses à dire, mais par exemple, on pourrait rajouter ça derrière et ça serait plus efficace. Alors évidemment, lorsqu'on dit ça, c'est que de la théorie. Alors j'ai trouvé des partenaires et puis je leur ai dit, mais voilà, on peut faire cette approche-là, entre autres Laurent Chenot évidemment, et il m'a dit, écoute, si tu as de bonnes idées, on va faire un test et on va voir ce que ça donne. Et le test, ça a donné qu'il a envoyé un mail pour moi, j'ai fait un webinaire et dans la soirée, j'ai fait 30 000 euros de chiffre d'affaires. Waouh! Après, on a commencé à faire un lancement là-dessus. On a fait 450 000 euros de chiffre d'affaires. Après, on en a fait 2, 3, 4, N lancements. Sur Business de Légende, on est monté à un chiffre d'affaires qui dépasse, qui est pratiquement de 3 millions d'euros sur un lancement en 3 semaines. Et moi, de mon côté, j'ai réappliqué ces méthodes-là avec cette approche-là. Et par exemple, en septembre dernier, là, j'ai fait 80 000 euros de chiffre d'affaires sur un lancement en 12 jours, sur un webinaire. Excellent. Et tu as Voilà. employé plein de termes qui sont extras sur lesquels on va revenir pendant cette interview, à commencer par le terme de marketing narratif. Et le Ouais. deuxième terme est l'ancrage émotionnel. On y reviendra. Le marketing narratif, de Ah. quoi il s'agit Alors, le exactement? marketing, on va rester dans l'étymologie du mot. Le marketing, qu'est-ce que c'est? C'est le processus de vente d'un produit, tout simplement. Là, en l'occurrence, on est sur du web marketing, c'est de la vente à distance. Voilà. C'est un peu différent de la vente, comme on dit en one-to-one, en direct avec une personne. Pourquoi? Parce que on est des animaux émotionnels, c'est-à-dire que nos corps parlent et nos corps parlent de façon inconsciente. On n'en a pas conscience. Alors, il y a certains bons vendeurs qui arrivent à décrypter le langage du corps. Certains le décryptent inconsciemment et établent leur argumentaire dessus. Mais lorsqu'on est face à un ordinateur, on n'a pas le langage corporel de la personne. On a la seule faculté qu'on a, c'est de donner un message, délivrer un message. Or, si ce message est plat, si ce message est mal designé, mal conçu, si ce message ne correspond pas à quelque chose qui va faire vibrer la personne en face, on ne va pas réussir à faire la vente. Voilà. Le marketing narratif, en fait, c'est l'utilisation dans un processus de vente des différents déterminants émotionnels et du processus émotionnel que va vivre l'internaute pour l'amener à un acte d'achat. C'est aussi simple que ça. Alors, sur le marketing narratif, Emmanuel, et même, on parle de textes, de vidéos par rapport au support qui supporte l'histoire. Vous devriez voir même les textes et les écrits d'Emmanuel, c'est super efficace. Et donc, quand on a en plus le support vidéo qui permet de transmettre aussi le visuel, l'auditif, et que vous y mettez un réel contenu structuré avec une structure inspirée du marketing narratif et de ce qu'on appelle aussi le storytelling, alors là, ça devient ultra puissant. Il y a un levier en fait qui est ultra puissant dans ce que je viens de vous dire là, ça s'appelle la connexion émotionnelle. Et on verra, il y aura même une deuxième partie à cette interview, on va aller plus en profondeur sur comment on peut travailler les émotions de son audience jusqu'à déclencher l'acte d'achat. Et là, vraiment, c'est un terme qui est super important, cette connexion émotionnelle qui est encore plus vraie en vidéo parce qu'il y a le visuel, l'auditif, qu'on peut faire passer plus de choses grâce aux images animées. La structure reste super importante. Donc, est-ce qu'on peut comme cela assister sur cette dimension émotionnelle pour que les gens comprennent bien, ce n'est pas simplement «Oh, ça m'a tiré une larme, j'ai sorti mon mouchoir. Oh, j'avais un petit peu froid. Oh, ça me donne des frissons de voir cette montagne dans ce décor de cette personne qui me parle en vidéo.» C'est plus profond que cela, cette connexion émotionnelle. Donc, parlons-en de cela. Parlons Parlons d'émotion. d'émotion, Alors, Emmanuel. je vais juste illustrer un petit peu ce que tu viens de dire sur la vidéo. C'est absolument fondamental, effectivement. Moi, je suis issue en fait de l'écriture de romans, mais je sais que un bon écrivain n'est pas un écrivain de livres. Un bon écrivain est avant tout un créateur d'histoire. Et je sais qu'un excellent marketeur n'est pas simplement une personne qui est dans un processus d'achat, c'est une personne qui raconte une histoire, qui implique
la personne qui est en face dans une histoire, dans un storytelling, dans un processus en fait. En termes de connexion émotionnelle, l'image est absolument fondamentale parce que d'un point de vue purement physiologique, 80% de nos perceptions, elles sont liées au visuel. On sait que après c'est l'auditif, après il y a le sensoriel, la proprioception, l'odorat et le goût qui sont le même sens, mais on sait que 80% de nos perceptions, elles sont d'abord visuelles. Et que va faire le cerveau en fait lorsqu'il reçoit plein d'informations? Il y aura un moment où de toute façon il a la poubelle à côté de lui, il reçoit plein d'infos et enfin, je crois qu'il doit jeter à peu près 999 000 sur 1%. Quoi. Il doit garder moins d'un millième de tout ce qu'il reçoit dans la journée pour le mettre dans sa mémoire. Donc, imaginez la journée lambda d'une personne qui va sur Internet, qui a sa vie active, etc., etc. Vous arrivez avec votre message, votre petite vidéo, et bon, il faut que cette vidéo, elle ressorte du lot à un point que la personne qui va la recevoir, elle va pas la mettre à la poubelle comme elle l'aurait fait de 99% des choses qu'elle reçoit. Or, pour ça, il y a effectivement un processus, il y a la façon de raconter une histoire, il y a la façon d'être, et il y a aussi le design des images. Et c'est pour ça qu'on travaille aussi en parallèle avec pas mal de réalisateurs pour travailler sur des supports visuels qui déclenchent l'émotion. Et pour en revenir à la connexion émotionnelle, tu as tout à fait raison, c'est pas simplement déclencher le froid, la colère, le rire, les larmes. On parle vraiment d'aller toucher les émotions de la personne, c'est-à-dire de lui soit raconter une histoire, mais soit simplement aller titiller les émotions qui vont faire que la personne va se retrouver dans un état particulier. En général, moi, je travaille sur la vente de formation sur Internet, c'est-à-dire que le formateur, que ce soit moi ou une des personnes qui est membre de ma formation, doit prendre un positionnement qu'on appelle la position du mentor. Alors, on travaille beaucoup sur le chemin du héros, je reviendrai là-dessus. Mais le mentor, en fait, est une personne qui est un enseignant. Or, un enseignant, il est obligé de capter l'attention de ses lecteurs, de ses élèves. Et surtout, en fait, il prend la position de mentor à partir du moment où l'élève donne énormément de confiance. Et cette confiance, elle est liée à quoi? Elle est liée en fait à un déterminant émotionnel très spécifique qui est qu'à un moment ou à un autre, l'internaute, en voyant votre contenu, il va dire « cette personne me comprend. Cette personne sait ce dont je souffre. Et cette personne a la solution dont j'ai besoin. » Et c'est ce mode de fonctionnement, c'est ce déclencheur-là que l'on veut mettre en place systématiquement dans un processus d'achat sur Internet. Waouh! Waouh! Et alors, tu as donné le terme, le chemin du héros, et vous allez voir que c'est super pertinent cette histoire de chemin du héros. Croyez-moi, moi je vais vous parler un petit peu de technique entre parenthèses, parce que si vous suivez cette structure du chemin du héros, les gens vont rester captivés à votre message, et si on veut parler un peu de technique, si on veut plaire à YouTube, il faut que les gens restent connectés à votre vidéo, parce que plus les gens vont rester connectés à votre vidéo dans la durée de cette vidéo, plus YouTube va se dire « Waouh ! Apparemment, par rapport au titre choisi, par rapport à la thématique abordée, les gens sont restés connectés à cette vidéo en particulier plus longtemps. » Et grâce à une structure narrative avec un chemin de héros, on peut délivrer un super message en respectant la structure qui va vous être livrée dans un instant, et les gens sont captivés. Non seulement en termes d'engagement, c'est super précieux pour vous par rapport à la relation avec votre audience, mais d'un point de vue des robots qui chronomètrent le temps passé des visiteurs sur votre vidéo, c'est super pertinent et ça a un impact très positif sur ce qu'on appelle la durée des visionnages. Ça, c'était la petite parenthèse technique, quand on imagine ces petits robots qui chronomètrent sans aucune émotion, hein, le robot signé Google, et qu'à côté de ça, il y a un humain qui reçoit votre émotion, qui est connecté plus longtemps et qui est prêt à s'engager à vos côtés. Donc ce chemin du héros, parlons-en Emmanuel. Très bien, on va en parler. Alors, je vais faire un bref historique. Ça date un petit peu des années 60, où il y avait un universitaire américain qui s'appelait Joseph Campbell, qui était passionné par la narratologie, les histoires, les mythes et les légendes, et qui est allé étudier tous les mythes et légendes de peuplades qui n'avaient aucune connexion entre eux. Dans les années 60, Internet n'existait pas. Donc, il y avait encore des peuplades qui étaient un petit peu reculées, qui n'étaient pas contaminées par les peuples environnants, on va dire, etc. Donc, il est allé en Inde, il est allé dans les coins les plus reculés de la planète et il a collecté, avec beaucoup d'attention, toutes les histoires qu'il pouvait trouver sur des cultures très, très différentes les unes des autres. Ensuite, il a compilé tout ça et il a trouvé finalement une architecture quasiment identique. Et cette architecture, en fait, reproduit ce qu'on appelle le rite initiatique, c'est-à-dire la transformation du petit enfant en adulte.
Pourquoi c'est un chemin universel? Mais parce qu'on a une seule façon de se transformer. C'est lié en fait à notre mode de fonctionnement, c'est lié à notre cerveau reptilien, c'est lié à notre fonctionnement émotionnel, à notre ego aussi, à beaucoup de choses en fait. Il y a énormément de choses dans le point de vue psychologique qui sont liées au chemin du héros. Lorsqu'on utilise le chemin du héros, en fait, l'avantage de le faire, c'est que l'internaute n'est pas en train de regarder une histoire ou de regarder un processus marketing. L'internaute regarde quelque chose qui lui parle de lui. Et c'est vraiment cette projection-là, ce mécanisme d'identification qui fait qu'une fois que la personne l'a effectué, et il faut la mettre dans les bonnes conditions pour ça, on va pouvoir la mener, entre guillemets, où on veut. Et ça veut dire qu'on va pouvoir la mener à comprendre et au moins à être ouvert et avoir son attention et avoir sa volonté d'aller plus loin avec nous. C'est ça qui va nous permettre, en fait, d'aller plus loin avec lui ou elle en même temps. Voilà. Donc, c'est vraiment ce mode de fonctionnement qui est savoir un petit peu quel est le processus du changement intérieur. Et ce processus du changement intérieur, il est très intéressant. Le chemin du héros, il est coupé en 3 actes. C'est Aristote qui a décrit la structure en 3 actes il y a plus de 2000 ans de ça, donc ça n'a rien de nouveau sous le soleil. Pourquoi en 3 actes? Parce qu'il y a toujours un premier acte où le héros, il est un peu dans l'inconfort, dans son mode ordinaire, et quelque part, on ne peut pas aider une personne qui est à 100% confortable. Notre rôle, il est vraiment lié à des personnes qui sont dans l'inconfort et qui ont besoin de notre aide. On ne peut pas vendre des choses à des gens qui n'en ont pas besoin. Et de toute façon, le faire, c'est quelque chose qui n'est pas éthique. Par contre, on va parler uniquement à ces personnes-là qui ont ce côté un peu inconfortable, qui cherchent quelque chose dans leur vie et qui ont besoin de changer quelque chose dans leur vie, qui ont ce besoin de changement, même s'il n'est pas conscient. Mais en tout cas, on travaille sur cet inconfort-là. Le deuxième acte du chemin du héros, en général, se produit à l'intérieur des formations parce que c'est un processus de transformation intérieure. Et ce processus de transformation intérieure, il y a une clé de voûte qu'on appelle l'ordalie, qui est vraiment un processus, excusez le terme, mais de destruction mentale, d'une certaine façon. Il faut détruire les béquilles qui nous servaient depuis longtemps et qui finissaient par nous blesser pour apprendre à marcher tout seul. Et le troisième acte du chemin du héros, c'est ce qui se passe lorsque la personne sort de la formation et devient autonome et indépendant. Et nous, c'est vraiment ce qu'on fait dans Business de légende et dans les formations que je fais, c'est-à-dire que mon objectif n'est pas d'avoir des personnes qui achètent formation sur formation et qui finalement sont des clients captifs et qui juste font mon business et puis je ne demande rien de plus. Moi, je veux vraiment aider les gens à se transformer, se libérer de leur douleur, à devenir quelque part la plus belle réalisation et à faire les plus belles réalisations qu'ils sont capables de faire et qu'ils ne sont pas capables de faire seuls. Parce que s'ils étaient capables de le faire seuls, ils n'auraient pas besoin de moi pour le faire. Donc, le troisième acte du chemin du héros, c'est vraiment la personne qui est sortie de la formation, qui est autonome, qui est devenue son propre mentor, qui n'a plus besoin de moi, et qui a des résultats, et qui les reproduit, et qui les augmente, jusqu'au prochain stade d'évolution. Puisqu'une évolution, c'est une révolution. C'est comme un cercle qui part et qui revient toujours à son point de départ. On est sur une spirale ascendante. Et d'évolution en évolution, on finit par devenir évolué. En quelque sorte. Et l'acte 4, c'est celui de la révolution? L'acte 4, en fait, c'est on a terminé notre évolution sur un point précis. Ben, l'acte 4, on va reprendre le chemin du héros sur l'acte 1 sur un autre point d'évolution. L'enfant commence par ramper, évolution numéro 1, puis il se met à 4 pattes, évolution numéro 2, puis il commence à se tenir au siège, au meuble, évolution numéro 3, puis il marche, évolution numéro 4, puis il se met à courir, évolution numéro 5. Peut-être qu'un jour, il finira par voler. Mais en tout cas, voilà, c'est vraiment ce mode de fonctionnement. On ne peut pas tout changer dans sa vie d'un coup. C'est juste pas possible. C'est pas humainement, physiquement et mentalement réalisable. Par contre, on peut prendre un point précis, un point qui est bloquant dans notre évolution, l'attaquer, travailler dessus. Et ensuite, une fois qu'on a traversé toutes les couches émotionnelles et les différents stades émotionnels qu'on est obligé de passer pour le transformer, et bien à ce moment-là, on devient le héros de sa propre histoire. Et c'est ça le chemin du héros, hein, c'est parce qu'on est tous les héros de notre propre histoire. C'est quelque chose qui est très ambitieux aussi, le chemin du héros, hein, je suis obligée de le dire là, il y a vraiment une dimension mystique, mythique là-dedans, qui est de trouver sa force intérieure, et il y a une certaine notion de trouver sa divinité intérieure, c'est-à-dire le plein pouvoir, son plein potentiel. Personne ne peut être parfait, ça c'est clair et net, c'est impossible, et ça vaut mieux d'ailleurs, puisque c'est de l'imperfection que naît notre évolution. Mais on est capable en fait d'avoir des ambitions importantes, des objectifs importants, et reconnaître en nous un être de lumière, c'est une façon aussi de nous honorer, de prendre de la confiance en nous, et surtout de nous donner l'envie et l'impulsion d'aller au-delà
de ce que l'on pourrait imaginer de possible, d'aller au-delà de nos propres limitations. Et moi, c'est vraiment ce que j'essaye de déclencher chez les gens qui me suivent, qui est un petit peu ok, on vous a peut-être mis plein de choses dans la tête. En général, ce sont nos parents qui nous mettent des choses dans la tête parce qu'ils ont leurs propres limitations, leur propre chemin du héros. Donc, ils vont nous donner oralement le chemin qu'ils pensent le meilleur pour nous. C'est de la bienveillance, c'est même de l'amour. Il faut le respecter. Mais le vrai transformation du héros, c'est être capable de prendre ça, de comprendre comment on est, quel est notre chemin à nous et de dire à nos parents, je vous aime, c'est formidable ce que vous avez fait pour moi, mais maintenant, mon propre chemin, ma propre évolution, elle passe par là. Et des fois, ça peut être ça peut être un chemin interdit par nos parents précédemment. À partir du moment où on est capable de faire ça, ben, on est déjà sur un gros chemin d'évolution et de transformation. Là, effectivement, c'est quelque part la puissance de construire sa propre légende. Ce qui est tout à fait raccord avec le programme que tu proposes, le programme Business de légende. Essayons de nous rapprocher d'une structure type de storytelling, ce que j'appellerais du storytelling à la Star Wars. Histoire que les gens puissent comprendre que le storytelling donc, peut effectivement aider à trouver, et comme tu l'as très bien écrit avec ces actes-là, une manière de l'appliquer sur sa transformation personnelle, et pour aider maintenant nos internautes, ceux qui regardent cette interview, qui souhaitent s'adresser à une audience, qui souhaitent retrouver quelque part, à travers cette puissance de storytelling, et une structure type, ce que j'appelle la structure Star Wars. Là, j'ai envie de... alors, je vais faire après l'analyse Star Wars, si tu veux, il n'y a pas de souci par rapport à ça. J'ai envie surtout de donner un outil simple pour que les personnes qui voient cette vidéo puissent directement, tu vois, écrire au moins un premier jet de leur histoire et au moins avoir un outil. Moi, j'estime que son histoire personnelle, c'est un outil dans le marketing parce que c'est ça qui va créer le lien avec les internautes. Le mode de fonctionnement, il est très simple. En général, quand on raconte sa propre histoire et ses propres douleurs, on va raisonner avec la personne qui est en face et qui va dire « Ah oui, finalement, cette personne, elle est passée par où je suis actuellement, mais cette personne, elle en est sortie et peut-être qu'elle pourrait me montrer le chemin. » Voilà. C'est vraiment ça le mode de fonctionnement, c'est vraiment ça le positionnement en tant que mentor. Mais quand on ne le dit pas, c'est une approche très inconsciente, qui est inconsciente chez la personne qui raconte son histoire et qui est inconsciente chez l'internaute. Et c'est plus on travaille sur l'inconscient, plus on est efficace. Ça a le revers aussi de plus on est efficace, plus on est capable d'envoyer un message qui n'est pas correct, ou en tout cas qui va plus déclencher en fait des énergies un peu négatives, et c'est comme ça qu'on déclenche les haters. Donc, pour arriver en fait à avoir les personnes qui sont le plus à même d'interagir avec vous, les personnes qui sont le plus à même de vous acheter quelque chose, il va falloir faire une sélection. On ne peut pas vendre à tout le monde d'un coup, c'est pas possible. Il n'y a aucune règle de marché qui fonctionne comme ça. On parle de GAFA, de Amazon, Facebook, Google qui vendent à des milliards. Ils ont tous démarré sur des tout petits trucs. Facebook a démarré, c'était juste l'annuaire d'Harvard. Donc on est sur quelque chose de très très restreint. En l'occurrence, lorsque vous démarrez, il faut commencer par les personnes que vous êtes le plus à même, d'atteindre, d'aider. D'accord ? Donc, ces personnes-là vont devoir raisonner avec vous d'un point de vue émotionnel. Pour les faire raisonner avec vous d'un point de vue émotionnel, vous allez utiliser votre propre histoire. Pourquoi ? Parce que vos douleurs vont être leurs douleurs. Finalement, ils sont dans la même panade que celle dont vous étiez il y a quelques années et dont vous êtes sortis. Donc, pour raconter votre histoire, vous pouvez faire la structure super rapide. Je vous donne la structure super rapide. La structure super longue du chemin du héros, quand je l'enseigne à mes écrivains, elle fait pratiquement 52 étapes différentes. Donc, on ne va pas regarder les 52 étapes maintenant, ça serait juste impossible. Les contenus que j'ai fait dessus, il y en a pour plusieurs heures parce que je raconte les étapes, mais surtout, je raconte le pourquoi émotionnel et psychologique de chaque étape. Là, en l'occurrence, ça serait trop complexe, surtout qu'il y a aussi des archétypes qui fonctionnent, des personnalités archétypales, et il y en a 10, donc ça fait beaucoup, beaucoup d'informations. Mais par contre, pour ceux qui veulent raconter leur histoire et avoir cet outil-là et l'utiliser en test dans leur marketing, dans leur vidéo, dans leur positionnement, c'est très facile de le faire en 3 étapes. Je l'ai enseigné jusqu'à 6 étapes, donc si tu veux, Thomas, on pourra raconter la structure en 6 étapes, peut-être un peu plus tard si tu veux le développer. Mais là, déjà, je veux donner la structure en 3 étapes que tout le monde peut utiliser et qui est exploitable très facilement et très rapidement. Ce n'est pas le plus fin, ce n'est pas le plus pertinent, mais en tout cas, ça aide en fait. Et la structure en 3 étapes, c'est avant j'étais comme ça. Et ce avant j'étais comme ça, vous allez le décrire pour expliquer que les douleurs que vous ressentiez rentrent en résonance avec la personne. Vous ne posez pas trop de questions par rapport à ça. Balancez vos mots à l'oral ou à l'écrit. En général, ça fait assez mouche
auprès des gens qui sont dans la même douleur que vous. Voilà. Soyez un petit peu spontané, vous ne partez pas dans le truc, c'est est-ce qu'il faut que j'écrive comme ci ou comme ça. Soyez spontané et connectez-vous par contre à la douleur. Je sais que j'ai beaucoup de personnes, surtout les hommes en général, qui sont sur un mode de fonctionnement très analytique et un peu détaché de l'émotionnel, surtout quand cet émotionnel est douloureux. N'hésitez pas à plonger un petit peu dans votre douleur dans ces cas-là, parce que c'est ça qui est le plus efficace. Donc dire effectivement, avant, j'étais comme ça. Avant, je souffrais de ça. Voilà. Ça, c'est ça qui va vous mettre en connexion avec les personnes que vous êtes le plus à même d'aider. La deuxième étape, c'est j'ai eu le déclic. Et là, il faut exprimer quelque chose. En général, l'idéal, c'est d'exprimer ce que j'appelle une utilité, c'est-à-dire un petit truc que l'internaute peut utiliser pour lui. Ça peut être un travail sur le mindset, ça peut être quelque chose une habitude de vie comme écrire des choses, travailler le remerciement, etc. Il y a plein de façons de le faire, mais l'important, c'est que ce déclic doit être quelque chose que l'internaute puisse exploiter. Pourquoi? Parce que s'il le fait, s'il exploite, vous allez avoir un crédit et qu'il a les résultats que vous avez avec, évidemment, vous allez avoir un crédit, une autorité naturelle qui va découler immédiatement. Et c'est en général, on achète des choses aux gens qui ont un crédit et une autorité. On n'achète pas des choses à un inconnu. Dernière étape, la troisième partie de la légende personnelle la plus restreinte, c'est maintenant, je fais ça. Voilà. Et ça, généralement, c'est l'occasion idéale d'exposer ses valeurs. Pourquoi vous travaillez, pourquoi vous faites ce que vous faites, votre pourquoi. Donc, c'est avant, le déclic, maintenant. Voilà, ça, c'est la structure super rapide de la légende personnelle en 3 étapes. Ça peut se faire en 3 à 6 phrases. Ça peut créer beaucoup de connexions. Ça va repousser les gens qui vous achèteront jamais rien. Et c'est tant mieux, c'est ce qu'on veut. Et ça va sélectionner, sensibiliser, toucher les personnes qui sont le plus à même de devenir vos clients. Voilà. D'accord. Est-ce que tu as un champ d'application sur lequel on peut tester cette structure en 3 étapes? Tu peux me définir ce que tu entends par champ Alors, d'application? bon, j'ai quelques idées. Par exemple, les gens qui vous découvriraient par hasard sur une chaîne YouTube et qui se disent, tiens, qui est cette personne? Je veux en savoir plus. Elles arrivent où et à quel moment elles sont exposées à cette structure que tu préconises en 3 étapes? Alors, quand on travaille le marketing en général, on travaille de façon à effectivement faire une connexion émotionnelle immédiate avec les personnes. Donc, la première chose dont on va parler, c'est une promesse. On va leur dire, si vous me suivez, vous allez avoir tel gain, tel bénéfice, tel résultat. Une promesse, c'est compliqué à faire. En général, il faut le faire en ayant une excellente connaissance de notre produit, de ce dont il est capable, et une excellente connaissance de notre client, de ce dont il a besoin. Donc la promesse, elle va créer ça. Et cette promesse, c'est le titre de la vidéo, c'est la toute première phrase qu'on va entendre par rapport effectivement à cette première mise en contact avec l'internaute. Ensuite, en général, qu'est-ce qu'on fait? On parle de l'internaute. Est-ce que vous avez tel problème? Est-ce que vous faites ceci? Est-ce que vous faites cela? Voilà. Donc ça, c'est un petit peu un développement de la promesse. En général, à l'intérieur, il y a un appel à l'action. C'est-à-dire qu'on dit, si vous êtes dans cette situation, venez à ma conférence que je donne le temps et vous aurez tel et tel et tel et tel contenu qui pourra vous aider. Ou alors, téléchargez cet e-book, ce PDF et vous aurez tel et tel bénéfice, etc. Et c'est généralement dans un troisième temps. Enfin, la promesse, c'est juste une headline. C'est vraiment juste l'annonce en fait de ce que l'on a. Donc, c'est juste après ça qu'en général, il faut commencer à poser sa légende personnelle. Pourquoi? Parce qu'on va prendre de l'information, mais pas de n'importe qui. On ne va pas prendre l'information d'un illustre inconnu, on ne va pas prendre l'information de juste un nom ou une personne que l'on ne voit pas. On va prendre de l'information d'une personne qui est dans l'archétype du mentor, c'est-à-dire d'une personne qui a de l'autorité, qui a des résultats, qui sait de quoi elle parle ou il parle, qui vous le prouve, etc., etc. Et donc, à ce moment-là, on a envie d'en savoir plus sur cette personne. C'est à partir de ce moment-là qu'on va chercher la légende personnelle. Et puis après, se déroule toute l'intégralité du processus marketing qui va amener les gens à la vente. D'accord, voilà. Ok. On a parlé tout à l'heure du concept d'ancrage émotionnel. En quoi ça consiste? Alors, le terme d'ancrage est un terme très précis. L'ancrage, en fait, c'est le processus par lequel le cerveau va mémoriser quelque chose. On a plusieurs types de mémoire. Il y a la mémoire immédiate, la mémoire intermédiaire, la mémoire épisodique. Voilà. Je ne vais pas rentrer dans le détail de toutes les mémoires parce que je ne suis pas là pour faire un cours de neurosciences. Mais il faut savoir qu'on a des mémoires très rapides qui vont mémoriser quelques petites informations. Et après, on a des mémoires qui vont durer un petit peu plus longtemps. Elles sont sélectionnées en fait par la taille en fait de la quantité d'informations qu'on peut mettre
à l'intérieur. Donc, la mémoire la plus rapide, la mémoire de travail, en fait, elle va prendre les choses pendant 7 à 15 secondes, en fait. Un ancrage, c'est quoi? C'est utiliser un mot ou une expression ou un concept et le mettre en avant pendant un processus de vente de façon à ce que l'internaute, une fois qu'il est plus en contact avec le processus de vente, il ait mémorisé le mot, le terme ou le concept. Voilà. Donc, c'est vraiment ça, en fait. C'est un processus qui va permettre de faire que dans toutes les informations que la personne va avoir et que vous allez délivrer, il y aura peut-être une chose qui va en sortir et qui va être intégrée après, à long terme, dans l'esprit. Quand la personne se rappellera ce processus marketing qu'elle a vu, elle dira « Ah mais oui, c'est associé à ça ». Voilà. Donc, c'est assez classique, en fait. D'accord, d'accord. Et pour en revenir maintenant à ces fameuses émotions, ça fera l'objet d'une partie 2 plus précise sur comment on va réussir à travailler ces émotions pour déclencher la vente. Est-ce que l'on peut en parler de cette fameuse pulsion émotionnelle? Souvent de fois, on a tendance à le dire, la personne achète avec l'émotion et rationalise ensuite son achat. Ça, c'est un point qui est important à développer. Et vous allez voir dans la partie 2, il y aura un décodage complet de ces différentes émotions à déclencher et dans quel ordre, quels sont les déclencheurs et dans quel ordre les déclencher, pour pouvoir accompagner de manière éthique à un acte d'achat, j'allais dire irrésistible, mais quelque part qui sait se justifier rationnellement. Donc, parlons un petit peu du pouvoir de l'émotion dans une décision d'achat. Alors, il y a beaucoup d'a priori, en fait, des choses qui sont très contre-intuitives. En général, je vais vous montrer la chose. Mettons qu'un homme est en train de vous montrer sa nouvelle voiture et il nous dit regardez, alors c'est un homme qui est en train de montrer sa nouvelle voiture à sa femme. Regarde ma chérie, elle est magnifique, on en a absolument besoin. Oui, d'accord, on avait dit qu'on partirait sur une familiale, c'est une décapotable. Oui, d'accord, elle est rouge, alors tu voulais un modèle un peu plus sombre, ok. Elle a un super gros moteur, mais tu comprends, c'est vraiment important quand on double parce que comme ça, on sera en sécurité. D'accord, elle est rutilante et elle est décapotable. On aura moins chaud en été. Bon, d'accord, on habite à Dunkerque, mais c'est pas grave. Enfin, voilà. Ça, c'est vraiment le mode de fonctionnement de ce qu'on appelle la post-rationalisation. C'est-à-dire que la personne, elle a fait un acte d'achat, mais elle va jamais dire, enfin, le gars en question de mon histoire ne va jamais dire je ne l'ai pas du tout acheté parce que la nénette qui me l'a vendu était magnifique et qu'elle parlait très très bien. Je l'ai bien acheté parce que c'est un besoin qu'on a dans la famille, en fait. Voilà. C'est le cerveau a besoin de, entre guillemets, se rassurer par rapport à ses actes d'achat. Pourquoi? Parce que l'acte d'achat est quelque part une mise en danger. On est des animaux grégaires. On est des animaux qui vivons un petit peu en communauté et dans nos grottes, c'est-à-dire dans notre sécurité intérieure. Sortir de sa sécurité, faire un acte d'achat, en général, c'est sortir de sa sécurité. Surtout si c'est un acte d'achat qui correspond à une formation ou qui correspond à un changement de vie important. Lorsqu'on a compris ça, on comprend aussi que finalement, cet acte d'achat va être anxiogène. Et ça, il faut le savoir. Donc, il faut savoir que notre job, c'est de déclencher cette peur, ces angoisses, qu'on va les déclencher, que ça fait partie du processus et il faut y répondre. L'acte d'achat n'est pas lié à cette rationalisation. En fait, l'acte d'achat n'est jamais lié aux caractéristiques du produit. On va vous dire, moi j'ai acheté cet ordinateur parce qu'il a tant de RAM, parce qu'il a tant de etc. et parce que c'est super performant. C'est une toute petite tranche de la population qui va raisonner comme ça. La majorité des gens vont vous dire, ah ben, j'ai acheté cet ordinateur parce que je le trouvais super beau. Merci Apple pour nous avoir fait comprendre que l'acte d'achat, il est vraiment lié à l'émotion et à la notion de design. Je l'ai acheté parce que ouais, maintenant je fais partie d'une super communauté. Je l'ai acheté parce que je vais pouvoir jouer à l'ordinateur avec mes copains et qu'il va être super performant et je ne serai pas du tout limité. L'acte d'achat n'est pas lié au produit en lui-même. Il est lié aux bénéfices et aux gains qu'on peut en tirer. Ça, c'est important de le savoir. Et donc, en fait, tout ce mode de fonctionnement nous amène vers la compréhension simple que le cerveau qui est lié à l'acte d'achat, ce n'est pas le cortex, ce n'est pas notre cerveau rationnel de Homo sapiens sapiens. On a 3 cerveaux en nous, il y a le reptilien, le limbique et le cortex. Et le cortex, c'est vraiment le cerveau rationnel. Le limbique, c'est le cerveau des émotions, des pulsions, des sentiments. Et le reptilien, c'est vraiment le cerveau le plus archaïque, le plus violent, celui qui va nous protéger et celui qui va attaquer. Les émotions qui sont dans le reptilien, ce sont des pulsions, ce sont des émotions hyper violentes. C'est ce que Freud explicitait sous le terme du ça.
c'est quelque chose d'informel, de très violent, etc. C'est ça qui va nous faire tomber en colère, qui va nous faire attaquer les gens, qui va nous faire fuir. Et c'est là aussi que résident les pulsions sexuelles. Et bien sûr, tout ce qui est domination, pouvoir, argent, etc. Donc c'est un petit peu notre pardon, on va dire, quelque part. Malheureusement, la seule partie de nos cerveaux qui nous pousse à l'action, c'est lui. À partir du moment où on sait que c'est le cerveau reptilien qui pousse à l'action, c'est le cerveau reptilien qui a les clés du démarrage, eh bien on sait qu'il faut parler au cerveau reptilien. La majorité des gens qui se lancent dans la vente, ils ont en général un problème avec l'argent et ils parlent au cortex. Pourquoi? Pour justifier. Mon produit, il est génial parce qu'il est comme ça, il est comme ça, il est comme ça, il est comme ça. Et j'ai bossé pendant 20 ans pour le mettre au point. Et il est super. Regardez, je le sors de mon garage et vous allez l'acheter. Perdu. Là, vous parlez que au cortex. Par contre, si vous allez titiller, alors vous pouvez titiller le limbique, mais le limbique, il est un petit peu sur des trucs. Ah si, vous allez voir, si vous achetez ce parfum, elle va tomber amoureuse de vous, elle pensera à vous plus tard, machin, machin, machin. Oui, non, voilà. Par contre, si vous parlez au reptilien, ça change tout, quoi. Achetez ce parfum, elles vont toutes tomber dans vos bras, elles seront toutes dans votre lit le soir même. Ça, c'est vraiment typiquement. On se demande pourquoi il y a autant de sexe et de violence à la télévision, parce que ça parle aux reptiliens. Et donc, ça ancre dans la mémoire. Voilà. Il faut travailler sur les pulsions de mort. Si vous n'achetez pas ce produit, vous serez mort dans 3 semaines. Enfin, c'est, je suis désolée de le dire, mais il y a quand même pas des publicitaires qui vont jusque-là, mais c'est pas loin quand on décrypte un petit peu la publicité. Et il y a donc toutes les pulsions sexuelles, j'en ai parlé, les pulsions de mort, et puis voilà, toutes les pulsions de domination. Achetez cette méthode et vous allez devenir millionnaire dans la semaine. Et, le billet de l'auto. Et ça, vous allez voir dans cette partie 2, il y a un véritable décodage, étape par étape, de ces différents déclencheurs émotionnels pour savoir à quel cerveau on parle par rapport imaginez dans un entonnoir de vente, hein, dans une séquence avec une personne qui commence à vous suivre, qui vous suit un petit peu plus, dont vous avez capté un contact, dont vous pouvez vous-même proposer des messages à cette personne. Vous allez voir dans toute cette séquence-là comment on l'accompagne vers son acte d'achat et comment on peut parler, à quelle partie du cerveau on peut parler avec des déclencheurs qui sont très structurés. Et ça, c'est ce qui vous est réservé dans la partie 2. Pour en revenir, pardon, tu voulais ajouter quelque chose, Emmanuel, excuse-moi? Non, c'est tout à fait et ça. Pour revenir maintenant et finaliser sur cette partie storytelling, comprenez que dans cette partie 1, on a surtout voulu vous sensibiliser sur le fait que c'est super important, le levier de l'émotion et de l'histoire à raconter, qui va permettre réellement, déjà, de pouvoir attirer des personnes qui vous ressemblent, ça c'est super important, vous ne pouvez pas plaire à tout le monde. Vous allez pouvoir captiver, parce qu'il y a une vraie séquence, il y a un vrai ordonnancement, les gens ont envie de comprendre, ils ont découvert une intrigue, ils ont envie de comprendre comment vous allez sortir de cette intrigue, ils ont envie de s'identifier à vous, et ça a un impact super positif sur l'engagement. Et sur la partie, maintenant que vous avez une population, vous allez attirer des personnes qui vous ressemblent, qui sont engagées à vos côtés, vous allez voir cette partie 2, elle est super riche, parce qu'on va voir comment, étape par étape, on peut parler au bon cerveau et les accompagner de manière éthique vers cet acte d'achat irrésistible. Écoute, Emmanuel, je te propose maintenant qu'on se relaxe et on va se reprendre en énergie pour pouvoir attaquer cette partie 2 passionnante sur tous ces déclencheurs émotionnels qui vont mener à un acte d'achat. Merci Emmanuel pour cette première partie, c'était ultra riche, merci beaucoup.